Bonsoir à tous. À la une de ce journal rétrospectif, le gouvernement congolais accuse de nouveau le Rwanda de déstabiliser l'Est de la RDC. Kinshasa dit avoir des preuves supplémentaires de l'implication directe des autorités rwandaises dans le soutien aux rebelles du M23. Un nouveau rapport de Human Rights Watch accable le Rwanda. L'ONG confirme que Kigali continue à épauler les rebelles du M23. Le rapport de Human Rights Watch fait suite à une enquête conduite auprès de 200 Congolais et Rwandais. Nous reparlerons bien sûr du cas de Roger Lumbala, l'opposant congolais accusé d'être de mèche avec Kigali pour déstabiliser la RDC. Il est présenté par les autorités burundaises comme un demandeur d'asile. Roger Lumbala serait toujours dans l'ambassade d'Afrique du Sud à Bujumbura où il a trouvé refuge. La population congolaise et particulièrement celle de l'Est du pays doit encore garder son mal en patience avant de voir la force internationale neutre promise par la CIRGL. Les quelques chefs d'État présents au mini-sommet de Kampala ont fixé l'échéance à 3 mois. Vous suivez le grand journal de Télé 7. Merci à vous de rejoindre l'une des meilleures rédactions du pays. Le Rwanda acculé, indexé par une nouvelle preuve de l'agression contre la RDC, le gouvernement congolais dit tenir un élément supplémentaire qui prouve l'implication directe de Kigali dans la déstabilisation de la RDC. Kinshasa se fonde sur un procès verbal signé par le député national Roger Lumbala devant un officier de police judiciaire burundais. Dans ce document, Roger Lumbala a affirmé, selon Lambert Mende, qu'il avait été invité à Kigali par le gouvernement rwandais qui agissait par le canal d'un capitaine nommé Célestin Senkoko, alias Safari, secrétaire particulier du ministre rwandais de la Défense. Les détails avec Rossine Martin Bouyamba, Jean Lumossi. L'agression dont la République démocratique du Congo est victime de la part du Rwanda n'est plus à démontrer, insiste Lambert Mende Omalanga. Le gouvernement congolais en veut pour preuve le procès verbal dûment signé en date du 1er septembre, devant un officier de police judiciaire burundais, démontre que Roger Lumbala Chitenge avait été invité à Kigali, confirme le porte-parole du gouvernement. Nous venons de recevoir communication du procès verbal du député national Roger Lumbala devant un OPJ burundais, où il est passé aux aveux, ou comment il a été sollicité par le Rwanda pour déstabiliser davantage l'Est de la République démocratique du Congo. À l'évidence, nous allons publier ces preuves pour amener ceux qui hésiteraient encore dans la communauté internationale comme dans la communauté nationale à avoir une meilleure compréhension du rôle central du Rwanda dans la déstabilisation de la RDC. Il lui avait été proposé, à en croire le communiqué du gouvernement, la mission de déstabiliser la République démocratique du Congo en synergie avec le M23 et l'ex-colonel Jules Muteboussi et consorts. Une preuve supplémentaire de la volonté de Kigali de travailler pour la balkanisation du Congo, même si le gouvernement rwandais est loin de s'intéresser au retour de la paix dans l'est de la RDC. Mende Omalanga dénonce. Nous avions cru que le Rwanda partageait avec nous la volonté de ramener la paix et la tranquillité, bref, le progrès et le développement dans cette région des Grands Lacs que nous avons en partage, le Rwanda, le Burundi et nous. Et 3 ans après, avec les preuves qui s'accumulent, avec des propos comme ceux-là, avec les propos du ministre rwandais de la Défense, nous venons petit à petit à découvrir qu'en réalité, ce qui les intéresse, ce n'est pas la paix. Ainsi, le gouvernement congolais demande à la communauté internationale à transcender le cap de mise en garde symbolique, mais aussi à initier des sanctions dissuasives, significatives et ciblées à même de contraindre le Rwanda à mettre fin à sa politique agressive et hégémonique dans l'est de la République démocratique du Congo. Kigali n'est pas au bout de ses peines puisqu'un autre rapport de Human Rights Watch cette fois-ci souligne que le Rwanda continue à apporter son soutien au groupe rebelle du M23. Le rapport de l'ONG américaine est le résultat d'une enquête conduite auprès de 200 Congolais et Rwandais, parmi lesquels d'anciens rebelles et des victimes. Les conclusions de l'enquête précisent que
33 nouvelles recrues qui tentaient de déserter les rangs de ce groupe rebelle ont été exécutées. Human Rights Watch accuse en outre le M23 de crimes de guerre. Des précisions avec la représentante de cette ONG à Kinshasa, Hilda Sawyer, interrogée par Christophe Kamanda. Il y a aussi des femmes qui étaient tuées parce qu'ils ont résisté quand les militaires voulaient les violer. À part les crimes, on a aussi documenté le soutien rwandais à ces forces de M23 qui continuent jusqu'à nos jours. Il y a des militaires rwandais qui sont déployés au Congo pour soutenir et pour combattre à côté de M23 contre les forces armées congolaises. Aussi, on a documenté le recrutement à grande échelle au niveau du Rwanda pour grossir les rangs de M23. Au moins 600 personnes étaient recrutées au Rwanda pour le M23. Il y a aussi un approvisionnement des armes, des munitions et d'autres soutiens de la part du Rwanda au M23. Le cas du Rwanda, nous les accusons d'avoir soutenu les rebelles M23 qui ont commis des crimes de guerre. Donc les autorités rwandaises pourraient être jugées pour crimes de guerre parce qu'à cause de ces soutiens qu'ils ont donnés à ces rebelles. On en vient à ce sommet important, le sommet de Kampala dans sa deuxième version. Ce soir, les réactions des hommes politiques. André-Alain Toundou de l'AMP pense que ce sommet a été utile du moment où il a apporté une partie de la réponse en engageant 4 pays pour la matérialisation de la force internationale neutre. Pour Steve Mbikaï, par contre, Steve Mbikaï, il est de l'opposition proche d'Etienne Tshisekedi. Ce sommet est un échec, dit-il, car il n'a pas touché le nœud du problème. Marie-Jeanne Bibomba. La nouvelle rencontre des présidents des pays membres de la CIRGL balise la route de la mise en place de la force internationale neutre. Cette force pourrait voir le jour dans 3 mois sous les mandats de l'Union africaine et de l'ONU. Cette annonce fait débat. Pour Steve Mbikaï, président du Parti travailliste, l'absence des chefs d'État dont Paul Kagame présageait déjà un fiasco car, soutient-il, le Rwanda est une partie du problème. Je crois que cette question est mal abordée. D'après nous, la guerre au Kivu ne prendra fin que quand il va y avoir un débat national sur la question, où qu'on comprenne le soubassement de la guerre qui commence depuis 1996. Tout ce qu'on peut faire, on peut aller à New York, à Kampala, à Kigali, tant qu'il n'y aura pas un consensus national autour de la question pour qu'on comprenne qui a fait quoi et qui est responsable de cette affaire, ça ne marchera pas. André-Alain Toundou, cadre de la MP, juge ce sommet utile car il apporte un début de solution aux conflits armés qui déchirent l'Est de la RDC. En un mot comme en mille, c'était une rencontre utile qui a abordé certaines modalités pratiques où certains pays comme la Tanzanie ont exprimé leur volonté de participer au corps à la force neutre, où on a donné un délai de 3 mois pour se retrouver. Donc c'est une réunion utile qui participe d'ailleurs à l'efficacité de la diplomatie de petits pas. Ce sont les petits pas qui préparent les grandes décisions. Selon le communiqué final, 4 pays, dont le Kenya, la Tanzanie, le Congo-Brazzaville et l'Angola, ont été chargés pour la matérialisation de cette force internationale neutre. Le Rwanda, lui, refuse la présence des éléments de la MONUSCO. Polémique autour du statut de Roger Lumbala. Je vous le disais dans les titres. Selon le gouvernement burundais, l'opposant congolais est toujours réfugié à l'ambassade d'Afrique du Sud à Burundi. Avec le statut de requérant d'asile, l'homme n'est donc pas libre de ses mouvements, a confirmé le ministre burundais des Affaires étrangères au cours d'un point de presse relayé par RFI. Mais quant à son extradition à RDC, la question n'est pas encore à l'ordre du jour. Les détails dans ce commentaire de Patrick Chabala. C'est pour la première fois que le gouvernement burundais parle officiellement du statut de Roger Lumbala. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Laurent Kavakouré, le gouvernement du Burundi s'est voulu clair au sujet du sort du député congolais. Roger Lumbala n'est pas libre de ses mouvements, a-t-il dit, avant d'ajouter qu'il avait le statut d'un requérant d'asile.
Cette version contraste avec la thèse d'il y a quelques jours, selon laquelle l'opposant congolais était libre de quitter l'ambassade d'Afrique du Sud quand il le voulait et pour une destination de son choix. À Kinshasa, c'est désormais un wanted. Le gouvernement de la République démocratique du Congo l'accuse d'avoir des liens avec un secrétaire particulier du ministre rwandais de la Défense et la rébellion du M23 en vue de déstabiliser le pays. Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement a confirmé qu'ils étaient en possession d'un procès-verbal signé par lui, où il confirmait ses contacts avec Kigali. Selon les autorités burundaises, Kinshasa devrait, dans les prochaines heures, déposer une demande d'extradition écrite après l'avoir déjà fait verbalement. À Bujumbura, on pense qu'une telle demande devrait être analysée avec les différents partenaires concernés. Et donc, il serait prématuré de dire ce qui sera issu des différentes discussions qui vont être engagées. Requérant d'asile, wanted et consort, Roger Lumbala commence à devenir un réfugié bien embarrassant pour le Burundi. Mais pour l'heure, l'homme serait toujours dans l'ambassade de l'Afrique du Sud au Burundi, où il s'est réfugié depuis près de 2 semaines maintenant. Que va faire le gouvernement burundais? C'est la question que l'on peut se poser. Les autorités congolaises espèrent que Bujumbura va leur rendre la politesse après avoir livré depuis 2010 au service burundais de sécurité des dizaines de combattants armés, dont des chefs rebelles basés dans l'est de la RDC. Tête à tête, Joseph Kabila, Denis Sassou Nguesso, à Oyo, les chefs d'État ont échangé sur la sécurisation de la frontière commune pendant le sommet de la francophonie qui se tient dans quelques semaines à Kinshasa. Les deux parties ont convenu d'organiser des patrouilles le long du fleuve Congo pour des raisons de sécurité. Suivez ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Début de la visite officielle du président Joseph Kabila Kabange en République du Congo. Il est passé par la capitale Brazzaville où Firmin Aïssa, ministre d'État et directeur de cabinet du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, l'a accueilli à l'aéroport international Maya-Maya le mercredi 12 septembre 2012 dans la matinée. Les honneurs lui ont été rendus. De là, le président de la République et toute la délégation ont atteint l'aéroport international de Lumbu au bout d'une demi-heure de vol. L'avion présidentiel a atterri. C'est dans une atmosphère fraternelle que son homologue Denis Sassou Nguesso l'a accueilli. Tapis rouge déroulé, honneur militaire, salutations des officiels présents et 2 drapeaux tricolores flottant au gré du vent. Des forces vives lui ont témoigné toutes les marques de sympathie. Et ainsi, le cortège s'est dirigé vers la ville d'Oyo, à 8 km de route, dans le département de la Cuvette centrale. Dans la délégation de la République démocratique du Congo se trouvaient 2 membres du gouvernement. Raymond Chimandantunga Moulongo, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale de la francophonie, Richard Mouyej-Manguezmans, ministre de l'Intérieur, et l'ambassadeur de la RDC en République du Congo, Christophe Muzungu. L'après-midi a été consacré à la visite de la ferme bovine Kila avec un cheptel estimé à 1500 têtes de gros bétail dont l'expérience de vache laitière est appréciée. Et un peu plus loin, une autre ferme de vaches du village Ondébé a été également visitée. Au bout d'une décennie, cette ferme est la fierté du propriétaire. Et sur ces entrefaites, la délégation a visité le village natal de Dominique Okemma, conseil spécial, en train d'être modernisé. Des habitations modernes remplacent huttes et chaumières. Et dans la soirée, les 2 chefs d'État ont eu un tête-à-tête en la résidence du président Denis Sassou Nguesso. Et le jeudi 13 septembre 2012, c'était une journée consacrée entièrement à la visite du centre agricole de Ngo-Lodia, une unité de production de tomates dont la récolte est écoulée sur le marché local. Initié par le président Denis Sassou Nguesso, ce centre, constitué d'une 20aine de serres à tomates, se développe grâce à la Société africaine de développement agricole. Aussitôt la visite terminée, le président hôte Denis Sassou Nguesso a accompagné son hôte de marque, Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, à l'aéroport international de Lumbu. C'est de là que le chef de l'État a pris congé des autorités congolaises pour regagner Kinshasa via Brazzaville. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de paix séjourne depuis dimanche à Kinshasa. Il a rencontré lundi plusieurs officiels du pays, dont le Premier ministre
Augustin Matata Pogno, Hervé Ladsou a promis la tenue d'un mini-sommet dans quelques jours sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. L'émissaire des Nations Unies en RDC a, comme ceux qui sont passés avant lui, condamné les activités terroristes des mutins du M23. Reportage. Il s'agit clairement pour les Nations Unies d'une tâche prioritaire que d'aider la République démocratique du Congo à la fois à résoudre les très graves problèmes humains et humanitaires qui se posent dans cette région avec leur cortège de réfugiés et kyrielle de souffrance des populations civiles, les civils dont la protection constitue le cœur de la mission de la MONUSCO, et puis d'autre part d'aider la RDC à faire en sorte que sa souveraineté soit respectée. Et c'est dans cette double perspective que le secrétaire général des Nations Unies a décidé d'organiser un sommet à New York le 27 septembre pour traiter tous ces problèmes. La voix des sans-voix s'inquiète du déroulement du procès Tchébéa. Nous aurions dû avoir des signaux clairs d'un procès équitable avant le sommet de la francophonie, affirment les responsables de cette ONG. Rostem Anketa, le directeur exécutif adjoint de la VSV, fait savoir que les ONG pourraient boycotter le sommet de la francophonie à cause de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Jemima Mogo, Jean-Ben Péquet. Alors que les avocats de différentes parties attendent la réponse des juges sur les requêtes qui leur ont été soumises, la voix des sans-voix craint que la justice soit influencée. Cette ONG de droits de l'homme où travaillait Floribert Tchebeya ne comprend pas pourquoi les juges de la Haute Cour décident de prendre plusieurs semaines avant de se prononcer sur la comparution ou non de John Numbi. Parce que nous sommes dit, mais on ne peut pas comprendre que cette prolongation aille jusqu'au 23 octobre. Et quelque part, nous sommes dit, il y a peut-être là des raisons qui sont consécutives à la tenue de ces sommets, qui nous poussent déjà à croire que peut-être après la tenue de ces sommets, on voudra peut-être bien nous faire assister à un procès qui n'en serait pas peut-être un parodie de procès, et on conclurait peut-être à un déni de justice. Des avancées significatives sur l'évolution du procès, c'est l'une des conditions posées par les ONG de droits de l'homme qui menacent de boycotter le sommet de la francophonie prévu le mois prochain à Kinshasa. Jusque-là, pour nous, nous attendons à ce que les autorités congolaises puissent afficher leur bonne foi pour que justice soit rendue à Floribert Tchebeya et à Fidel Bazana Idadi. La VSV, comme d'autres ONG de défense des droits de l'homme, réclame une seule chose, que la justice puisse élucider le mystère de l'assassinat de Floribert Tchebeya. Et cette situation qui a failli faire basculer la ville de Kinshasa, un jeune vendeur ambulant a tenté de mettre fin à sa vie. L'incident s'est produit jeudi au centre des affaires. L'infortuné s'est enfoncé un tesson de bouteille dans le ventre. Il protestait ainsi contre les tracasseries policières dont lui et ses collègues disent faire l'objet. Ces commerçants expriment leur ras-le-bol vis-à-vis du comportement de certains éléments de la police qui dépassent parfois les bornes. Fideline Kitumbu, Blanche Rakamdolo. L'incident se passe au centre-ville de Kinshasa. Ce jeune vendeur ambulant, dont le corps gît ici devant l'hôtel de ville de Kinshasa, a choisi de se donner la mort pour protester contre les tracasseries policières. Il s'est volontairement enfoncé un morceau de verre dans ses entrailles devant ses bourreaux qui assistent impuissants eux aussi. Informés, ses camarades sont venus manifester leur colère et aviser le gouverneur de dérapage constaté dans les chefs des éléments de la police commis à l'exécution de l'opération Kin Propre. C'est un vendeur de jus. Les policiers lui ont demandé 5 000 francs. Il n'en avait pas. Ils lui ont confisqué ses marchandises pour les amener au camp Kokolo. Les policiers ont ravi ses marchandises, animées de colère. Il s'est enfoncé un tesson de bouteille dans le ventre. Une colère mêlée à la désolation, c'est le sentiment qui anime ces hommes qui tirent l'essentiel de leurs revenus de la vente à la criée. Tous disent en avoir assez de toutes ces tracasseries et invitent André Kimbuta à bien revoir sa décision. Nous disons au gouverneur de la ville de revoir notre cas. Nous sommes des compatriotes qui se débrouillent pour vivre.
la mission de la police devient une tracasserie. Après quelques temps, la victime, dans un état critique, a été transférée à l'hôpital pour des soins appropriés. C'est depuis 3 semaines que Pierre Sostène Kambidi, journaliste de la RTC Kananga, arrêté, transféré à Kinshasa. Ce correspondant de journaliste en danger ne reçoit aucune visite, comme le souligne son secrétaire général Chivis Chivwadi. Ce dernier parle plutôt d'une prise en otage d'un responsable qui n'est pas jusque-là entendu par la justice. Je demande au gouvernement provincial de respecter la procédure dans le traitement de ce journaliste Mariam Bouaya Chilumba Job Mpeke. Le transfert à Kinshasa du journaliste Pierre Sostène Kambidi inquiète les organisations de défense des droits des journalistes. L'ONG Journalistes en danger estime que Pierre Sostène Kambidi, responsable de la RTC Kananga, est pris en otage parce que le motif précis de son arrestation ne lui a pas été signifié comme le veut la Constitution de la République. Chivis Chivwadi, secrétaire général de GED, ne cache pas ses inquiétudes quant au sort réservé à ses confrères. Nous avons demandé aussi au ministre de l'Intérieur de nous permettre, en tant qu'organisation, parce que Sostène, non seulement il est journaliste, il est directeur de sa chaîne, mais il est aussi un membre effectif de notre organisation. C'est notre correspondant principal dans le Kasaï occidental. Et donc, ne fût-ce qu'à pour cela, nous avons le droit, nous en tant qu'organisation, de rencontrer notre membre qui est arrêté. Nous avons donc demandé au ministre de permettre à ce que nous puissions en contact avec lui, ne plus que pour lui apporter notre soutien moral. Le ministre nous a dit qu'il allait nous mettre en contact avec ceux qui sont en train d'instruire ce dossier pour que nous puissions savoir le contenu exact des reproches. Et jusque-là, nous attendons. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de le rencontrer, de voir dans quel état il est détenu et s'il a déjà été entendu. Chivis Chivwadi ajoute que Pierre Sostène Kambidi est responsable d'une famille et assure de hautes fonctions à la RTC Kananga. Depuis son arrestation, l'infortune ne reçoit pas la visite de sa famille, moins encore de ses collègues. GED exige l'ouverture de son procès pour qu'on lui donne le temps de présenter ses moyens de défense, à défaut de les libérer pour son dossier. L'organisation craint que le cas de ce professionnel de médias ne vienne allonger la liste des arrestations arbitraires, maintes fois dénoncées par les défenseurs des droits de l'homme. Le sommet de la francophonie, le gouvernement prend toutes les dispositions pour qu'il se déroule dans des bonnes conditions. Suite aux rumeurs arrivées à Kinshasa d'une force extérieure pour sécuriser la rencontre, Lambert Mende réagit. Le porte-parole du gouvernement assure que c'est la police nationale congolaise, du reste bien outillée, qui sera déployée pour maintenir la sécurité à Kinshasa et partout ailleurs. Rosil Martin Bouyamba. À 30 jours de la tenue du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa, les choses se précisent peu à peu. Le commissariat général, commis à l'organisation de ces assises, met les bouchées doubles pour la réussite de cette rencontre de chefs d'État et de gouvernement. D'aucuns se posent des questions sur la sécurisation de ces travaux, allant jusqu'à penser qu'une force extérieure serait déployée pour protéger les invités et leurs biens. Le porte-parole du gouvernement refuse d'admettre une telle thèse. Lambert Mende Malanga rassure. Nous savons que nous sommes un État doté de tous les attributs de la souveraineté, y compris l'obligation d'assurer la sécurité de toutes les populations qui vivent chez nous et, a fortiori, des hôtes de marque qui vont venir. Il y a des chefs d'État par dizaines qui vont venir, des ministres, des responsables d'académie, des professeurs d'université, des artistes, des journalistes qui vont nous visiter. Nous leur devons la sécurité. Nous sommes prêts à la leur fournir. Notre police est équipée. Au cas où elle parviendrait à être débordée, je ne sais par quoi, l'armée est toujours là. Les services de sécurité sont là. Plus de polémique donc autour de la sécurisation du 14e sommet de la francophonie qui se tiendra du 12 au 14 octobre prochain. La spéculation et les rumeurs n'auront pas raison sur la détermination de la République démocratique du Congo à organiser cette fête de l'espace francophone, même si tout se passe dans un contexte particulier.
Le gouvernement s'engage à dédollariser l'économie du pays. Des mesures d'encadrement seront prises à cet effet. C'est l'une des principales résolutions de la réunion hebdomadaire de la Troïka financière du pays. Au cours de ces travaux, les participants ont noté avec satisfaction la stabilité de la structure des prix sur le marché des biens de consommation. Doudou Ndombe pour le compte-rendu. 5 dossiers ont retenu l'attention du secteur productif, notamment l'économie et commerce, l'industrie, les PTT, le plan et autres. À l'approche du 14e sommet de la francophonie, le gouvernement congolais doit étudier comment faciliter la circulation des biens et services entre Kinshasa et Brazzaville, ce qui doit engager des concertations entre les deux pays. Il s'agit d'un dossier qui porte sur la facilitation du commerce entre la ville de Kinshasa et Brazzaville et l'amélioration de la circulation des biens et des personnes entre les deux pays, surtout à l'approche des assises de la francophonie. Entre-temps, le gouvernement s'inquiète de l'augmentation du prix des maïs local. Il redoute un effet d'entraînement sur d'autres produits. La grande information reste la dédollarisation. Des mesures urgentes doivent être prises à cet effet. Nous devons aller un peu plus vite. Et donc, des mesures vont être annoncées très prochainement. Le Premier ministre va lui-même présider une réunion demain avec le gouverneur de la Banque centrale, le vice-premier ministre, ministre du Budget, le ministre des Finances, pour que les mesures les plus faciles soient déjà annoncées. Et surtout qu'une campagne de sensibilisation soit lancée par la Banque centrale pour que les Congolais retrouvent l'usage de leur monnaie. Les infrastructures, maintenant, il ne se passe pas une semaine sans que le ministre des Infrastructures ne visite des grands travaux à Kinshasa. Aussitôt descendu de l'avion qu'il ramenait à Mbandaka, Fridolin Kaswechi s'est rendu compte de l'évolution des travaux sur le boulevard Lumumba. Les travaux avancent très rapidement par rapport au calendrier prévu. Le ministre a terminé sa visite à Monjiba. Le pont en béton armé actuellement en construction sera prêt d'ici le 30 septembre. Élisée Bilonda Kassonga, Blanchard Kandolo ont été aux côtés du ministre. Pas de répit pour le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction. Aussitôt descendu de l'avion en provenance de Mbandaka, où il vient de séjourner 4 jours durant, Fridolin Kaswechi Musoka et sa délégation débutent leur visite d'inspection par le boulevard Lumumba au niveau de l'aéroport international de Njili. À 500 mètres de l'aéroport, la couche de fondation est presque finie, la couche de base sera totalement terminée d'ici à mercredi prochain. Dès jeudi, la monocouche pourra être achevée. On procédera ensuite à la pose d'enrobé. Les travaux évoluent rapidement et c'est une avance par rapport au planning. À des bonhommes, au niveau de Macrévette, la pose d'enrobé est terminée totalement. Les 8 voies sont entièrement revêtues. L'on peut déjà admirer le marquage au sol et la signalisation horizontale. Dès demain, il y aura raccordement des enrobés là où il y a les ouvrages d'art au niveau du pont Njili. Fridolin Kaswechi Musoka déplore l'inconscience et l'indiscipline des conducteurs sur Lumumba. Un véhicule de marque Mercedes D107 se trouvait en pleine chaussée, sans moteur. De là, le ministre en charge des infrastructures s'est rendu chez Trans Air Congo où sont entassés les éléments à acheminer en province orientale. Le pont Epoulou 1 à environ 500 km de Kisangani s'est effondré à cause de la surcharge d'un camion. Et ce pont est encore une fois effondré du fait de l'indiscipline, de l'inconscience des transporteurs et de toute la population parce qu'elle a vu passer ses charges et ainsi que des services commis à la protection des patrimoines routiers. Fridolin Kaswechi Musoka en profite pour voir la pose des poteaux lumineux sur Lumumba vers Limete. L'avancement des travaux en marge du 14e sommet de la francophonie au Stade des Martyrs et au Palais du Peuple, la note est très satisfaisante. Point de chute de la visite, le pont Monjiba. Cet ouvrage, construit par la société chinoise Crec 8 sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux, permettra l'ouverture de 3 voies restantes sur Monjiba. Vous savez que nous avons des échéances à respecter par rapport d'abord au 14e sommet de la francophonie. Il fallait s'assurer pendant les 4 jours que j'étais absent que le travail et les différentes échéances que j'ai fixées aux structures qui ont à charge
réhabilitation des infrastructures importantes pour le 14e sommet, que ces structures ont bien respecté ces échéances. La vitesse de croisière est donc entamée dans la réhabilitation et la modernisation des infrastructures de base en République démocratique du Congo. Conflit foncier, des juridictions en juridiction, Ndangué et les Humbu, propriétaires terriens, y recourent dans l'affaire qui les oppose à propos de la forêt dénommée Symphonie naturelle ou Mbalambala Inkusu. Mais seulement, voilà, la justice congolaise peine à trancher définitivement en faveur de l'une des parties. Du coup, la police et les autres corps des FARDC s'interfèrent dans le dossier, comme vous allez le voir à travers les images qui vont suivre, allant jusqu'à des guerres pires. Certains occupants, Monil Foboso, Pati Alouma. Qui de Ndangué Pia, innocent, ancien conseiller du maréchal Mobutu, et les autochtones Humbu pourraient un jour gagner définitivement ce procès, la question mérite d'être posée. Du tribunal de paix d'Engaliema, en passant par celui de grande instance de la Gombe, jusqu'à la cour d'appel du même ressort, les décisions de juges sont loin de faire l'unanimité. Les juges ont visiblement du mal à dire le droit au profit des vrais propriétaires. Du coup, la police et les FARDC sont mises à contribution par l'une des parties en conflit au détriment de l'autre. C'est du moins l'impression qui saute aux yeux. Quand ils ont déguerpi en désordre les gens, ils ont pillé les sacs de ciment, ils ont pillé les mousses, ils ont pillé des magnétos, communément appelés decks, et des barres de fer. Donc, tout ce qui est lié à la construction et aux électroménagers, ils ont tout pris. Qui ont pillé? Ce sont les inciviques qui ont profité de l'entrée brutale de la police. Sur ces sites fortement militarisés, l'auditorat militaire qui s'est saisi du dossier y a trouvé des éléments de police de la Légion nationale d'intervention. Curieusement, ces trouvés sur les lieux ne disposent pas d'un ordre de mission qui leur donne mission de sécuriser les sites. Leur présence n'a pas manqué de faire quelques victimes. Parmi les occupants, accusent des personnes que nous avons trouvées sur place. Ce sont les policiers qui m'ont blessé. L'un d'entre eux m'a poignardé à la tête. Ce qui tend à apparaître comme un faux et usage de faux à charge des éléments de la LENI réconforte davantage les Humbu dans leurs revendications. Ils en appellent à l'arbitrage du chef de l'État. C'est payé avec Maman Massaka. Njili avec les chefs coutumiers Mandefo. Vous entendez partout, aujourd'hui c'est nous avec Ndangi. Nous voulons être libérés, Excellence, Monsieur le Président de la République. Que nous revenons dans nos droits. Que nous revenons dans nos droits, Excellence, Monsieur le Président de la République. L'affaire Ndangué et les Humbu est l'un des nombreux litiges qui devraient interpeller les autorités judiciaires afin qu'elles rendent la justice, rien que la justice, pour rétablir chacun des Congolais dans ses droits. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain, c'est-à-dire samedi et dimanche. Au revoir et surtout, portez-vous bien.